Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 8 de chez Papa Cassette. J'espère que vous allez bien. Petit erratum pour le dernier épisode. J'ai commencé ça en disant que c'était l'épisode 6. Eh bien, c'était l'épisode 7. Oui, je me suis rendu compte de ça un petit peu trop tard. Tout était déjà parti. Fait que désolé si j'en ai mélangé quelques-uns. Mais ça change rien au final parce que tu pourrais tout couper ces petits intros-là, tout mettre ça dans un pain puis ça marcherait toujours les épisodes de chez Papa Cassette. Alors, c'est merveilleux. Et puis, je vais commencer ça aujourd'hui avec une chronique Arcade Montréal, même s'il n'y a pas vraiment de chronique Arcade Montréal finalement parce que c'est assez tranquille. Mais quand il se passe quelque chose d'intéressant, j'aime le mentionner. Et puis, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, de spécial dernièrement. Je vais nous ramener à l'ouverture de Arcade Montréal il y a 3 ans, il y a bientôt 3 ans dans le fond, en 2016. C'était-tu en 1er avril 2016? 1er avril 2016, donc on travaille, tu sais, avant d'ouvrir, on travaille là-dessus, on est stressé, ok, ça va être quoi le bar, tu sais, c'est beaucoup de job, ouvrir un bar. Et puis, on ouvre le bar, c'est merveilleux, ça va bien. Après une semaine, finalement, il y avait une contrainte de machines et puis de reçus, qu'il fallait mettre des reçus à l'accueil dedans, en tout cas. Fait c'était compliqué. Puis, pour régler ça, dans le fond, on a acheté du nouvel équipement, puis on a augmenté le prix d'entrée de 5$ à 7$. S'il y en a qui sont venus, là, au tout début, c'était 5$, mais après ça, c'est monté à 7$. Et puis, comme ça, on a inclus le vestiaire qui était 2$, et puis, tu sais, tout a rebalancé, puis tout était correct. Mais j'ai reçu un message, on a reçu Arcade Montréal, un message privé, pas longtemps après ça, de quelqu'un qui était très en colère, puis qui disait qu'on était des profiteurs et puis vraiment des pas gentils, là, puis qu'on essayait de crosser le monde et puis que ça allait se savoir dans la communauté du rétro parce que dans la communauté du rétro, c'est petit, puis blablabla. Puis la personne avait eu une mauvaise expérience, là, apparemment, parce que au début, à notre ouverture aussi, il y avait énormément de monde. Fait que peut-être le gars n'a pas réussi à jouer à ce qu'il voulait, fallait qu'il attende son tour, ça finissait plus. Donc, tu sais, il s'attendait à 5$, il a payé 2$ de plus, et puis il n'a pas pu faire ce qu'il voulait parce qu'il y avait du monde partout. Il était vraiment en colère, et puis il nous a écrit pour nous dire ça. Fait que moi, dans l'euphorie de l'ouverture encore, c'est tout nouveau, puis on est fiers, puis ça va bien, je lis ce message-là. Que c'est ça, faire attaquer de même la communauté du rétro. Je suis dans la communauté du rétro, je l'encourage, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, je suis sur toutes les pages Facebook, j'essaie de l'encourager au maximum à Montréal, et puis plein de projets, plein de groupes Facebook, je parle au monde, il y a des meetings, là, j'essaie de faire des affaires, j'essaie de faire bouger ça, et puis la culmination de toute cette passion-là me fait ouvrir un bar Arcade Montréal, un rêve, et puis lui, il dit, tu sais, que je suis comme profiteux, puis un trou de cul par rapport à la communauté rétro, là, j'ai pété ma coche solide. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'y ai écrit parce que je retrouve plus le message. Ça fait très longtemps. Peut-être que je l'ai effacé parce que souvent j'efface la hate que je reçois. Il y en a pas beaucoup, là, Dieu merci. Mais tu sais, j'efface ces affaires-là pour plus y penser. Mais toujours est-il que ça m'est resté dans la tête. Depuis toujours que ça m'est resté en tête, ce message-là. Et puis, j'étais comme... Quand j'ai des problèmes sur Facebook, des beefs, du trouble, tu sais, la plupart du temps, à 95%, je suis capable de régler ça en discutant avec la personne et puis tout est correct. Il y a quelques imbéciles, genre, qui auto-bloquent, genre, au lieu de discuter. Fait que là, je peux pas rien régler. Mais ceux-là qui sont pas cons à ce point-là, comme il y en a peut-être qui m'écoutent présentement, ben au moins, je suis parlable et puis on peut s'organiser. Mais ce dossier-là, il avait jamais été réglé. Or, quasiment 3 ans plus tard, je reçois un message de ce gars-là qui me dit ceci. Ça, c'est vraiment spécial. Je ne vais pas dire son nom. Il dit « Salut Dominique, je voulais juste prendre le temps de m'excuser suite à notre ancienne conversation Facebook de v'là un bout. J'avais eu une mauvaise expérience chez Arcade Montréal la première fois que j'étais allé, quelques jours suivant l'ouverture, mais finalement, je suis retourné plusieurs fois par la suite et on a eu bien du fun. On ne se connaît pas personnellement, mais je suis sûr que tu es un gars bien sympa dans le fond et c'était pas correct de ma part de te tenir responsable pour ma mauvaise expérience. J'espère que tu ne m'en veux pas trop et bonne journée. »
Donc là, je dis, ah, c'était-tu toi le gars? Ouais, bon. Fait que je réponds au gars, comme, wow, merci de m'avoir écrit. Je suis vraiment content qu'on règle ça. Il n'y a pas de problème. Tout est beau. Je te paye une bière. On se serre la pince et on se croit là-bas. Fait que tout est bien qui finit bien, comme on dit. Mais c'est le fun. J'aime ça, moi, ça. Moi, entretenir, genre, j'entretenais pas cette rigueur-là. J'avais comme pas mal oublié. Je m'en foutais. J'avais pas oublié, mais tu sais, comme, m'empêchait pas de dormir la nuit. Là, je pensais pas à ça. Mais quand ça arrive qu'on peut régler ces choses-là, même quelques années plus tard, moi, ça me rend très, très, très heureux. Et puis, faut pas chicaner dans la vie. C'est des jeux, c'est con, là. Il y a tout le temps manière de s'organiser, puis qu'il n'y ait pas de chicane, puis que tout aille bien. Puis, faut faire attention aussi à ce qu'on dit aux gens, là, tu sais. Comme moi-même, j'ai eu parfois des mauvaises expériences dans des restaurants, whatever, mais c'est un restaurant qui vient d'ouvrir, ben donne une chance. Si ça fait plusieurs fois que tu y vas, que c'est tout le temps pareil, bon, OK, tu sais, mais c'est ça. Faut juste comme balancer les affaires. Puis, je remercie cette personne-là de m'avoir écrit vraiment personnellement, direct de même, pour avoir, tu sais, comme, c'est vraiment cool. Ça me redonne un peu foi en l'humanité. Alors, voilà. Et puis, aussi, pour continuer l'intro, je voudrais remercier tous les gens qui nous encouragent chez Rétro Montréal. D'ailleurs, j'ai mis mon T-shirt aujourd'hui. T-shirt exclusif qui va être disponible, qu'on va porter pendant les conventions, les événements. Comme ça, on va être facilement spotable de loin. C'était juste pour ça qu'on a fait faire ça. Peut-être qu'on en vendra un moment donné, mais la shop va bien. L'inventaire a grossi énormément en janvier. Donc, je veux remercier tout le monde qui nous font confiance et puis qui nous vendent leur collection. On est bien dadon, on donne un bon prix, on va sur place, on paye en argent. Tout est legit, tout est propre. Et puis, tout ça retourne vers des passionnés qui nous achètent des jeux. Alors, voilà. Et puis, on met beaucoup de travail là-dedans. Vraiment, là, je pense que c'est autant ou bientôt plus de travail que d'ouvrir Arcade Montréal, d'essayer de setuper tout ça puis de bien organiser les choses. Et puis, on voulait ouvrir un pignon sur rue cette année. Peut-être ça va se faire, mais pour l'instant, on regarde vraiment plus pour un petit local temporaire, style loft industriel, où est-ce qu'on pourrait tout mettre dedans. Finalement, comme tout vider nos maisons, puis comme avoir tout en même place, ça serait plus clean, plus facile. Et puis, c'est un bail d'1 an. Donc ça, après ça, on peut penser au next step. Et puis, c'est ça, on a trop d'affaires là, présentement. Ça a juste pas de bon sens. Donc, puis ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ouvrir les portes de ce local-là, faire une vente de temps en temps. Là, donc, venez sur place, on va être là. Donc, il y a moyen de faire de quoi avec ça. Et puis, j'y travaille. Je retourne la semaine prochaine. Je vais la semaine prochaine visiter encore un nouveau local par rapport à ça. Alors, voilà. Ben de la paperasse, beaucoup de choses. Mais merci à tous ceux qui nous encouragent. C'est vraiment trippant. Et puis, ça se développe au bout. Donc, une petite gorgée d'eau avant d'embarquer sur les acquisitions. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine. C'est bien correct comme ça. Des petites choses le fun. Tout d'abord, des trucs que j'ai gardés des lots qu'on a achetés de Rétro Montréal. Ici, un simple Ultra Street Fighter 2 de Final Challenger sur Switch. Un excellent jeu, ça, chers amis. C'est un jeu unique, là aussi, dans un sens, avec ce qu'ils ont ajouté dedans. Ils ont fait des ajustements. Il y a violent Ken. Il est vraiment violent pour vrai. Il est overkill. Puis, non, c'est un jeu là, hyper fluide, super le fun. Il l'a usagé dans toutes les EB Games de la Terre. C'est pas dur à trouver. Puis si vous aimez la franchise, là, vraiment, ce jeu-là, il est vraiment très bon. Nous autres, on a beaucoup de fun dans notre gang à jouer à ça. Je l'avais déjà en téléchargé, en code. Je l'avais déjà numérique, mais je le voulais sur la tablette. Fait que pas payer ça cher. Puis ben, c'est très joli aussi. Donc bien content de ne pas l'avoir payé cher. On a tombé aussi chez Rétro Montréal sur un lot de jeux NES et Super NES complet en boîte ou la plupart. Et puis au travers de ça, il y avait ce magnifique Rush and Attack que la boîte n'a pas les coins coupants là, parfaites là, tant que ça, mais
est quand même bien potable. Là. Puis il y a le livret qui est propre et puis le petit styrofoam à l'intérieur. Moi, c'est tout ce que ça me prend. Puis vous voyez ici, il y a un hang tag en arrière, là, comme les Early NES boîtes, comme les boîtes noires de Nintendo, là, où est-ce qu'on déplie ça, puis on met ça sur la tablette, puis tout le temps, on accroche ça dans les magasins, dans les étagères, puis c'est tout le temps à moitié arraché. Ben là, il est encore en place, donc ça n'a pas été touché ou très peu. Alors, c'était bien. J'aime ça, moi, des belles boîtes de Konami comme ça. Et puis, je vais juste finir avec un petit trivia. Le jeu Rush and Attack, dans le fond, c'est un port de l'arcade qui s'appelle Green Beret, béret vert. Et puis, c'est un jeu de mots, Rush and Attack, tu sais, si tu le dis sans regarder comment c'est écrit, ça fait Russian Attack, l'attaque russe, tu sais. Donc c'est un peu dans le temps de la guerre froide et puis c'est ça se passe pas dans la jungle, ça là, c'est vraiment les Américains contre les Russes, fait que c'est la Russian Attack. C'est très drôle, moi je trouve ça le fun, des petits jeux de mots comme ça, alors voilà, ça s'en va dans ma collection aussi. Un autre jeu avec un trivia étrange, Lightning Force au Sega Genesis. On a acquéri un très gros lot de Genesis avec du beau Master System aussi au travers. Et puis Lightning Force, en fait, est, je crois, écoutez, sous toute réserve, j'ai pas fait de recherche là, serait peut-être dans la même veine ou la même série que les Thunder Force ou à la fin, mais c'est Lightning Force avec une erreur d'orthographe. Il n'y a pas de E ici, c'est pas Lightning, mais sur la boîte il l'a. Alors, il l'a-tu ça? Lightning. Ouais, il l'a sa cassette aussi, puis sur le livret. Alors, c'est drôle, ils sont tous comme ça a été une erreur à l'origine, mais c'est un très joli item et puis un très bon shmup à ce qui paraît. La boîte complète comme ça vaut environ dans les 80$, je crois. Donc, belle chose. Je vais y jouer bientôt. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de Genesis. Je l'ai purifié beaucoup, ma collection de Genesis. Ça va peut-être continuer encore à se faire purifier, mais ça va aller un petit peu plus tard. Mais ça, je le voulais, là, c'est beau sur la tablette et puis c'est très bon. Là, j'ai deux items qui sont pas des jeux et qui sont très cool. Ma conjointe suit la page de Bob le roi du kitsch, un gars qui est à Montréal et puis qui est dans les antiquités un peu, puis ces cossins-là. Et puis, des fois, il publie des affaires cool, des antiquités cool. Et puis, des fois, ça a rapport aux jeux vidéo. Et puis, cette fois-ci, c'était le jeu de société, je vais pas me mettre la bouche en arrière, de Zaxxon. Regardez ça, toi. Regardez cette illustration-là, comme c'est beau. Hein? Il y en a-tu de l'action? Mais qu'il y en a de l'action. C'est vraiment nice, là. Ben, je vais même l'approcher encore, vous allez voir, il y a beaucoup de détails. Donc, dans le temps que les arcades étaient big, ils ont fait des jeux de société pour les jeux populaires. J'ai déjà vu Pac-Man, j'ai-tu vu autre chose? Je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi. J'avais déjà vu un Zaxxon aussi. Puis celle-là, il est complet en boîte. J'ai toutes les pièces dedans. Je vous montre un peu en arrière de quoi ça a l'air. Ça a l'air plate à chier, bien sûr. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'on se fera une game à un moment donné, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment un item de décoration pour moi. Je vais peut-être le mettre chez Arcade Montréal. Ou sinon, je vais le mettre dans mon prochain sous-sol, juste pour faire joli. Avec toute autre chose du même genre que je ramasse. Moi, ça me fait plaisir, ça, des affaires de même. Parce qu'il n'y a pas juste les jeux. Pour avoir une belle game room, ça prend un peu de tout, là, tu sais, comme un musée, là. Ça, c'est hot. Payer 20$ en passant. Donc, je vais mettre ça ici. Le prochain item et dernier item pour aujourd'hui est quand même pas mal gros. Alors, voilà, ce sera pas long. Il s'agit de ceci. Un petit meuble Nintendo gris qui a de l'air pas officiel, mais qui est officiel. Vous avez sûrement déjà vu ça passer sur Internet ou quelque part. Là. Donc, c'est des Nintendo a mandaté la compagnie Bestar, meuble Bestar québécoise, qui a commencé à Courcelles, Saint-Jean, Courcelles, je sais pas quoi. En tout cas, puis qui a eu une usine à Lac-Mégantic. Et puis, ça s'est promené après ça, puis ça l'a grossi. Puis, à un moment donné, ils ont pogné le mandat de faire ces petits meubles-là de Nintendo. Super cute. Celui-là, je peux le lever puis vous le montrer parce que c'est le plus petit. Cependant, j'en ai déjà deux autres.
J'en ai déjà 2 autres ici qui sont différents. Et puis, c'est dur à répertorier. Il n'y a pas de répertoire précis pour ces meubles-là. J'ai lancé la discussion sur des pages Facebook ontariennes de collectionneurs et puis il y a un gars qui m'a montré des photos de d'autres meubles que j'avais pas vus encore. Donc, à part les 3 miens que j'ai ici, il en existe au moins un autre. Et puis après ça, je ne sais pas si c'est juste la même meuble, mais qu'il y en a qui a 2 tablettes, il y en a qui ont 1 tablette puis 2 petites racks rouges. Je sais pas, tu sais, il faudrait que quelqu'un... Si quelqu'un connaît quelqu'un qui vient de chez Bestar, qui est capable d'avoir la liste complète de tout ce qu'ils ont produit, là, on est vraiment dû parce que c'est ça, ces petits meubles-là sont laids, là, on s'entend. Mario, il est super laid, tu sais, là-dessus. C'est pas des beaux objets, mais c'est des objets historiques puis ils deviennent beaux, moi je trouve, à cause de ça, là, tu sais, ça va être parfait dans ma game room aussi. Je vais pas mettre ça en vedette, puis je vais mettre ça dans un coin avec une lampe, quelque chose. Là, tu descends, tu arrives en bas, tu vois ça, tu vois, hop, c'est cool. Je veux ponctuer l'espace avec ça. Et puis, c'est original aussi. Donc, c'est endossé par Nintendo. Il y avait même une boîte qui ressemblait à une boîte de NES. Ça venait là-dedans. Donc, si ça n'avait pas été le cas ou si ça avait été inventé par quelqu'un ou whatever, j'aurais pas acheté ça. Mais vu que c'est officiel, j'ai acheté. Et puis, l'ensemble de mes 3 meubles m'ont coûté environ 100 $, je dirais. Ce petit-là, c'est celui que j'ai payé le plus cher parce que le gars, il m'a demandé bien des trucs en échange, des jeux, donc on parle. C'est ça. Mais vu que c'était en échange, je les avais payés un peu moins cher, les jeux que j'y ai échangés contre. En tout cas, ça faisait du sens, mais finalement, c'est quand même très cher. Mais ma conjointe en a trouvé un dans un sous-sol d'église, puis payé genre 5$, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas impossible de tomber là-dessus complètement par hasard. C'était quand même fait par ici, donc il y en a. Mais c'est ça. Moi, quand j'en vois, je les achète. Le 3, c'est pas pire. S'il y a un modèle différent ou un en meilleur état, je vais peut-être faire un switch, mais c'est des beaux systèmes. J'aime bien ça. Alors, maintenant, une autre gorgée d'eau. Le show va peut-être être un petit peu court cette semaine parce que j'ai pas tant de nouveautés, j'ai pas fait grand-chose à part travailler. Mais quand même, je vous avais parlé au dernier show de Moonlighter. En fait, j'ai joué beaucoup et je joue encore un peu à Thunder de Thunder Lotus, studio montréalais, un rogue très très bon. Mais ça achève, là, je suis rendu au boss de fin, je suis pas capable de le battre, fait que je me décourage un peu, puis je laisse aller. Fait que j'entame présentement Moonlighter, qui est un genre de jeu d'aventure de donjon et dans lequel tu ramasses du stock, puis que tu sors du donjon pour aller vendre ces items-là dans ta shop à toi. Fait que ça mélange un peu, c'est ça, c'est un jeu de marchand et d'aventure, c'est cool. Et puis, des items que tu mets à vendre, tu vois la réaction des clients, s'ils sont contents, ça veut dire que le prix est bon. S'ils sont pas contents, c'est trop cher. Fait que là, tu notes ça, ça se note dans ton petit livre automatiquement. Fait que là, le prochain, tu le mets moins cher, tu sais, Puis quand tu vends beaucoup d'un item, il y a trop d'offres, tu sais, fait que le prix descend. Ça gère vraiment l'offre et la demande. C'est très bien fait comme mécanique, mais je viens juste de commencer. Là, je suis encore en train de vendre des roches et des brindilles, là, c'est poche. Mais il y a quand même beaucoup d'interfaces, beaucoup de choses en tout cas, pour mon simple esprit. Il faut que je comprenne tout ça, mais j'aime la prémisse, puis c'est intéressant. C'est un rogue. Ah ouais, c'est un rogue dans le fond. Les donjons dans lesquels tu vas, ils changent de forme tout le temps. Alors, rogue, encore une fois, mesdames et messieurs. Mais quand même, c'est très cool. Et puis, j'ai bien hâte de mettre un petit peu plus de temps là-dessus. Et puis, dernière chronique aujourd'hui déjà, j'avais demandé aux gens de me poser des questions sur ma page Facebook et je vais y répondre. Oups, excusez, je vais juste sortir le truc. Je vais y répondre au meilleur de ma connaissance. Alors, voilà. Ah, ce iPad-là, il va pas vite. OK, alors, Sébastien Trottier me demande ton plus grand regret dans l'achat d'un jeu et console. Dans l'achat d'un jeu, je te dirais que ça a été mon premier Noël que j'ai eu des jeux de Nintendo. J'ai eu un Nintendo et des jeux, donc à ce Noël-là. Et puis ça a été les Turtles et Bayou Billy, bien sûr, des jeux que j'étais sûr que ça allait être super bon, là.
Puis finalement, c'était ben trop tough pour un enfant. Turtles 1, on parle de Turtles 1, que j'aime aujourd'hui. J'aime ce jeu, j'ai appris à connaître ce jeu-là puis à savoir quoi faire. C'est un bon jeu. Mais Bayou Billy, man, je suis juste pas capable. Là. C'est brisé, ça. C'est super dur. Mais j'ai pas la force là, de m'y mettre. Là. C'est ben trop long. Même si j'aimerais être capable de le finir. Je l'ai fini avec un Game Genie, mais tu sais, c'est ça. Non, je serais pas capable. Et puis d'ailleurs, parlant de Bayou Billy, je veux juste vous dire vite, vous avez peut-être vu sur ma page Facebook de Papa Cassette, j'ai publié un lien de Tom Dubois, l'artiste qui a créé toutes les pochettes à peu près de Konami de notre bonne vieille époque, tu sais, Castlevania 3, Blades of Steel, tous les jeux de Game Boy, Super C, les jeux de Super NES, jeux de Genesis. Ah, c'est incroyable tout ce qu'il a fait là. Allez voir ça, c'est sur ma page Facebook. Moi, je pleurais de nostalgie quand j'ai vu ça. C'est vraiment super intéressant. Fait que tu vois comment il faisait bien son travail. Il m'avait totalement vendu Bayou Billy avec la pochette que j'adore, mais que le jeu, il est vraiment pas bon. D'ailleurs, je vais vous la montrer pour ceux qui ne connaissent pas ce bon vieux Bayou Billy. Voici la magnifique pochette. C'est vraiment beau, là. C'est comme un take sur Crocodile Dundee. Non, on voit le reflet, hein. Elle est dans un plastique. Mais c'est ça, tu sais, cette pochette-là est tellement belle. Eh ben, c'est un génie. Puis la console, je vous dirais que c'est la Neo Geo Gold. La Neo Geo X. C'est ça, la console portable Neo Geo que j'avais précommandée quand c'est sorti, puis finalement c'était super plate, et puis c'était cheap là, dans les mains, puis j'avais comme l'impression que ça allait tout casser cette affaire-là. C'est drôle parce que j'ai jamais précommandé de console ou fait de line-up dehors pour acheter une console. Puis celle-là, j'étais comme « Ouais, l'arcade revient à la maison, Neo Geo, je vais pouvoir jouer Neo Geo, c'est abordable. » Puis finalement, c'était vraiment pourri. Très, très, très déçu d'avoir précommandé ça. Je n'ai rien précommandé depuis, à part des petits jeux de Switch. Et puis, occasion que tu as manqué dans l'achat d'un jeu ou console. Console, laisse-moi y penser. J'ai un ami qui avait dans le temps un Atari Jaguar CD, le add-on CD de l'Atari Jaguar. Puis il savait pas que je cherchais ça, puis je ne savais pas qu'il avait ça. Fait qu'il a vendu ça à une boutique sur la Rive-Sud. Il a vendu ça au Mercado. Fait que j'étais bien triste parce que c'est bien dur à trouver localement. Je n'ai jamais vu localement. Puis sur eBay, ça coûte très cher. Et puis, j'aimerais bien compléter ma console Atari Jaguar avec ce add-on-là. Et puis, parce que j'aimerais avoir un beau kit Jaguar. Alors, c'est raté, on le savait pas. Et puis, un jeu... j'ai pas souvenir d'un jeu que j'ai pas acheté. Parce que je me disais, trop cher, nanana. Mais un bon coup que j'ai fait, c'est d'avoir gardé Panic Restaurant au NES Panic Restaurant, avant, quand j'ai commencé à faire de la vente plus sérieusement, puis il y avait dans les fondements de Arcade Montréal, dans mon petit local sur Frontenac, à côté du métro Frontenac. Donc, je l'avais payé dans le temps en bas de 350, je pense. Et puis, dans ce temps-là, c'était juste à peu près 100$ en dessous du prix de vente. Et puis, je me suis dit, on le vend-tu, tu sais, pour un profit où je le garde, puis je le paye, puis fuck it. Puis, je l'ai gardé, puis ça a été mon premier très cher jeu que j'ai... À l'époque, c'était le plus cher que j'avais mis sur un jeu. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il est rendu dans les 700, quelque chose de même. J'ai pas vérifié depuis un méchant bout. Donc voilà, ça c'était un beau... c'est une belle histoire, je suis bien content d'avoir. Puis depuis ce temps-là, tu sais, quand je vois un jeu de même, que je me dis, ça va monter ça, ou bien il me semble que c'est un bon deal, ben j'achète et puis PDK, tu revends. Alors, Eric Habert me demande, à part les dongle breakaway de la Xbox, que je vous montre ici, écran comme écran, on est capable de voir ça? La Xbox, là, il y a un petit fil là, que tu branches dans la machine, puis là, ça pend, puis là, tu branches ta manette dans ce fil-là. Eric, il dit que c'est la meilleure invention au monde, parce que quand quelqu'un passe devant la console, ça accroche un fil, ben ça déplugue au lieu de tirer la console. Moi, je dis, c'est n'importe quoi, parce que la console est tellement lourde, anyway, elle bouge pas, de un, puis ça se dépluguerait dans la machine, de deux, et de trois, quand tu veux vendre une console, whatever, ça te fait juste d'autres
cossins que le monde y perd, puis il faut que tu trouves. Donc, c'est vraiment la pire marde. Mais en tout cas, lui, il dit que c'est la meilleure innovation au monde. Il me demande, c'est quoi la plus grande innovation dans les branchements de manettes ou même les manettes de jeux vidéo en général, à part cela? Eh bien, moi, je dirais, à part cela, je ne sais pas, la plus grande innovation, le D-pad. Hein? Ça, c'est quand même assez légendaire. Au lieu d'avoir un joystick, d'avoir un D-pad. Je pensais à révolutionner. Moi, c'est... dans le temps, je jouais à l'Atari, puis après, je jouais au Nintendo. Puis cette petite flèche-là, c'était vraiment quelque chose. Donc, j'irai avec ça. Simon Fréchette Daou me demande, maintenant que tu aimes les jeux roguelike, lequel est ton préféré? Ah, j'en ai pas de préféré vraiment, mais je vais juste name-dropper ceux-là que j'ai joués et que j'ai aimé. Rogue Legacy, beaucoup aimé ça. Binding of Isaac, que j'ai redécouvert dernièrement. Dead Cells, vraiment badass, j'adorais ça. Sunbird, et puis ben là, c'est ça, je vais commencer Moonlighter. Et puis ensuite, je vais jouer à Fleet Hook de nos amis Tribute, que je n'ai pas encore joué, mais que j'attendais d'avoir la copie physique. Donc, c'est pas mal ça pour les Rogues. Enter the Gungeon aussi, je voudrais y jouer de façon sérieuse. Il va peut-être avoir une copie physique aussi pour la Switch. Si c'est le cas, je vais l'acheter. En attendant, j'ai un bon backlog, fait que c'est pas mal ça. Willow Olsen me demande, quelles seront tes prédictions pour les DLC de Super Smash Bros. Ultimate sur Switch? Cher ami, j'en ai aucune idée. Je suis le moins renseigné sur les développements de Smash en général. Smash fait partie de ma vie parce que les gens capotent là-dessus et qu'ils veulent jouer chez Arcade Montréal, ce qui est merveilleux. Ça me fait plaisir de hoster des tournois et d'essayer de mettre du fun là-dedans. J'ai regardé le dernier Smash juste pour le lore de Nintendo qu'il y a là-dedans. C'est fou tout ce qu'il y a là-dedans, mais je peux pas te dire les tendances ou whatever, j'en ai aucune idée. Par contre, si tu me demandes ce que j'aimerais moi, je pense qu'il manque toujours Shantae dans ce beau line-up-là. Et puis WayForward travaille avec Nintendo depuis si longtemps, depuis la Game Boy Advance là, carrément. Et puis Shantae est sur chaque génération de Nintendo depuis ce temps-là, ou à peu près. Donc clairement que Shantae devrait être dans Smash, c'est mon avis. Marc-André Nadeau me demande, ça manque de setup de pauvre sur YouTube. What's up with that? Ben écoute, mon beau Marc-André, c'est que j'ai un peu moins de temps ces temps-ci, en effet, puis ça me manque aussi. Et puis depuis que je fais mes épisodes de chez Papa Cassette, c'est quand même, ça me prend, mettons, un chunk de ma semaine. Et puis je manque un peu d'intimité, il y a du monde dans la maison, il y a tout le temps des affaires. On fait des travaux ici, tu sais, je suis jamais comme assis en train de gamer tant que ça, tranquille, et puis il y a le travail aussi qui prend de la place. J'aimerais beaucoup le faire le soir, mais un coup les enfants couchés vers 8-9 heures, tu sais, j'ai plus la force, j'aurais pas le pouvoir d'entamer un jeu sérieusement, tu sais. Mais je prévois que ça se replace tranquillement quand on aura un plus grand espace, justement, cet été, quand je vais avoir un sous-sol et puis je vais être mieux installé. Mais présentement, la TV est dans le salon principal et puis ça bouge beaucoup dans la maison. Donc, faute de temps et d'intimité pour l'instant, je dirais. Mais je veux m'y remettre bientôt, ça c'est sûr. Jonathan Brochu, Johnny Grétis, me demande tes futurs projets dans la vie de collectionneur et ou l'après Arcade Montréal. Ben, j'ai pas d'autres projets autres que juste présentement essayer que Rétro Montréal devienne un vrai magasin. C'est vraiment. Puis je peux pas avoir d'autres projets, à part peut-être si quelqu'un m'approche par rapport à un projet. Tout ce qui entoure la bière de microbrasserie, ça, c'est quelque chose que j'ai en moi et que j'aimerais beaucoup. Je vais regarder ça. Puis, projet de collection, ben, me faire mon définitif setup dans mon sous-sol, continuer le full set Game Boy et faire un ménage des choses que je ne garderai peut-être plus dans ma collection. Michael Larouche me demande, Baroque Larouche du podcast Le Chaka Cassette me demande, as-tu chié à terre quand tu as vu le prototype de la manette de l'Amico? L'Amico, pour ceux qui ne savent pas, est la prochaine console d'Intellivision qui sort l'année prochaine, en 2020. Et puis, allez voir ça là, sur la page Facebook d'Intellivision, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Et puis, c'est un peu une blague, tu sais. C'est pas une blague, eux autres sont très sérieux. Les gens, par rapport à ce projet-là, ne sont pas sérieux, personne n'y croit.
Moi, j'y crois pas spécialement non plus. Cependant, je m'amuse bien à être le plus hypé de la gang et puis de ne pas arrêter d'en parler. Je pourrais être ambassadeur en télévision parce que je fais un full set de jeux en télévision en boîte aussi. J'aime cette console-là. Mes parents y jouaient quand j'étais petit. Donc, mais la manette est quand même cool, effectivement, parce qu'ils ont gardé le disque comme fait un peu sur le long, comme avant, mais une meilleure prise en main. Le disque est wireless et l'affaire la plus belle là-dedans, c'est qu'il y a un écran digital, tactile aussi, dans lequel les overlays vont apparaître. Fait qu'au lieu de glisser la petite languette en plastique là, par-dessus les boutons là, de télécommande, ben ça va être un écran comme un téléphone. Puis tu vas pouvoir aussi télécharger une app Amico dans ton téléphone pour utiliser ton téléphone comme une manette sur la Amico. Donc ça, c'est des très belles choses. Allez voir ça. Olivier Cartier sûrement me demande: que penses-tu de l'avenir pour les consoles? L'avenir pour les consoles, cloud, hardware, c'est toujours des exclusivités. Je suis pas un spécialiste de ça non plus encore. Cependant, moi, j'aimerais bien que les games deviennent as a service. Games as a service, ça serait bien plaisant. Ça ferait bien mon affaire, je m'abonnerais. Tu sais, comme Netflix, là, je suis content, moi, Netflix puis Spotify. Je suis content de ne plus acheter de films, je suis content de ne plus acheter de CD. Tu sais, j'ai des CD, j'ai plein de CD dans le sous-sol ici. J'ai des DVD chez nous. C'est de la camelote, ça vaut rien, ou très, très, très rarement. Les vinyles, ça vaut quelque chose, puis ça, c'est cool, puis ça revient. Les jeux vidéo, je ne crois pas que la valeur va partir un jour, donc c'est un investissement correct quand on achète les choses qu'on sait qu'ils vont valoir quelque chose. Mais non, les jeux physiques vont disparaître éventuellement. Je sais pas quand, par exemple, parce que là, avec la Switch, il y a nettement un revival. On dirait que je suis pas le seul qui aime acheter des jeux Switch physiques avec les jeux indépendants et tout. Donc ça, c'est ce qui me surprend là, présentement. Et puis des compagnies comme Limited Run ou bien Super Rare Games, je pense que ça s'appelle, sont en grosse business avec ça. Je pense que ça démontre à quel point il y a des gens qui sont encore intéressés par le physique. Et on se rappelle aussi que les jeux physiques ont une valeur réelle. Donc, si tu télécharges online Mario Odyssey pour jouer dans ta machine, tu le finis, ben tu l'as, puis il est dans ta machine, c'est bien beau, mais si tu l'as en physique, au moins tu peux le revendre. Ça a une valeur, ça. Les jeux physiques ont une valeur. Tu peux t'en débarrasser, avoir de l'argent pour et en acheter d'autres. C'est pas mal intéressant, ça, au lieu de perdre de l'argent avec ça. Mais j'aime par contre effectivement juste comme changer de jeu dans ma machine sans changer la petite carte. Ça me gosse, je l'avoue. Nick Lachapelle de Rétro Nouveau me dit: ton top 3 jeux ColecoVision. Ah boy, c'est une bonne question. Tapper sur Intellivision. J'aime beaucoup Tapper à l'arcade. Et puis, sur ColecoVision, je trouve que c'est un excellent port. J'aime beaucoup ça. Spy Hunter est un excellent port aussi sur ColecoVision. Je trouve ça très bon. Et puis, j'aime beaucoup Time Pilot. C'est un jeu, un avion où est-ce que tu tournes en rond comme ça un peu partout, puis à l'arcade. Pas compliqué, les jeux de Coleco, c'est pratiquement tous des ports d'arcade finalement, et puis ils le font très bien. Time Pilot est un jeu que j'aime beaucoup, pour vrai. C'est bien bon. Et puis, c'est très intéressant d'explorer la librairie ColecoVision parce que c'est des jeux d'arcade bien adaptés. Souvent, sont bien meilleurs aussi que les versions Atari 2600 ou même Intellivision, ça dépend lesquels. Je trouve qu'à Intellivision, ils ont inventé plus de jeux. Coleco, se sont vraiment concentrés sur les ports d'arcade, mais ils l'ont bien fait, là, tu sais. Donc, une grande console. Fred Gemus de Rétro Nouveau et de chez Rétro MTL me demande: si tu devais te départir d'une partie de ta collection, soit la librairie complète d'une console, ça serait laquelle? Je tiens à mentionner que depuis que je collectionne, je l'ai déjà fait pour la Nintendo 64, Sega Master System, Sega Dreamcast, TurboGrafx 16, Virtual Boy. J'avais une super belle collection Virtual Boy. J'avais la console en boîte. Il me manquait... J'avais tous les jeux complets en boîte, sauf 2. Et puis, dont Jack Brothers, qui est environ 800$. Et puis, il me manquait juste ça. Puis là, je me suis dit, non, c'est très joli, mais je ne joue pas avec ça. Et puis, je ne jouerai jamais avec ça. Puis...
Fait que j'ai vendu ça pour beaucoup d'argent. Et puis j'ai réutilisé cet argent-là pour m'acheter des jeux Super Nintendo complets en boîte de très grande valeur. Donc, j'étais plus heureux avec mes jeux de Super Nintendo que je voulais vraiment avoir qu'avec l'ensemble Virtual Boy qui prenait beaucoup de place. Donc, c'est des décisions qu'il faut prendre. Et puis, présentement, si je me retourne et puis que je regarde ce que j'ai, je vous dirais que peut-être Vectrex. J'ai un Vectrex avec plusieurs jeux complets en boîte avec les overlays et tout. Je joue pas souvent, c'est une console que j'aime bien parce que c'est quand même le fun et puis c'est beau, c'est historique, mais ça se pourrait que le Vectrex s'en aille éventuellement. Et puis tout ce qui est Sega Saturn, PlayStation 1, tout ce qui est PlayStation, en fait, je vais épurer un peu aussi. Mais c'était pas ça la question. La question, c'est toute la librairie, fait que j'irai avec Vectrex pour l'instant. Jean-Philippe Perrault, est-ce que tu préférais utiliser des flashcards comparé au trouble, entre guillemets, d'utiliser chaque cassette? J'aime bien utiliser les cassettes puis jouer avec. Moi, il n'y a rien que j'adore plus que je vois tout mon set de NES sortir un jeu puis jouer avec ce jeu-là. Moi, ça c'est mon plaisir. Pareil pour le Game Boy, plein de petits jeux, je sors ça, je joue à ça. Ça me fait bien plaisir. Cependant, c'est des consoles que j'aime beaucoup, mais j'ai pour l'Intellivision, Atari 2600, tout ça, les cassettes, je les garde dans leur boîte. Coleco aussi. Puis j'ai des flashcards de ces vieilles consoles-là. Fait que pour ceux-là, j'aime bien ça. Tu sais, si j'ai les cassettes à portée de main, j'aime mieux utiliser les cassettes. Mais s'il faut que je sorte la boîte, que je fasse attention, que je la brise pas, que je sorte la cassette, que je joue, puis on s'entend une game d'Atari ou de Coleco, c'est jamais bien long. Puis après ça, je referme ça, j'en ressors un autre, tu sais. Pour ça, j'aime mieux avoir les flashcards. Mais sinon, je joue avec le Real Deal, ça me fait bien plaisir. Mais ouais, j'en ai une flashcard aussi de Sega Genesis, puis je dois avouer que elle est dans la machine, puis je touche plus jamais à mes autres jeux. Donc... Mais j'achète quand même les jeux physiques qui m'intéressent pour ma collection. Simon Lahaye, qui dit « Quel est ton feeling pour l'évolution des prix des jeux rétro? Combien vaudra Little Samson dans 30 ans? » 30 ans, c'est vraiment loin, c'est dur à dire. Je pense pas qu'il va y avoir une augmentation fulgurante des jeux rétro. Elle est déjà faite. D'après moi, on est pas mal à côté, là. Les gros jeux vaudront pas si plus cher que ça. T'sais, mettons, Little Samson, il est rendu à 1003, disons. T'sais, d'après moi, dans 5 ans, il vaudra pas 5000. Il va peut-être valoir 1005, quelque chose de même. Mais il va pas doubler ou rien de ça. Par contre, il y a des jeux moins connus qui, d'après moi, vont monter beaucoup. Et puis, les full setteux de consoles populaires à full setter comme la NES, Super NES, Nintendo 64, je crois que les gems, les hidden gems de ces jeux-là vont monter. Mais vraiment, les consoles populaires, là, pour le reste, je pense jamais que les jeux Atari 2600 vont exploser, ça va rester de même. Moi, je pense que là, on a comme un air d'aller, puis les prix vont être sur le cruise control pendant encore quelques années. Charles Ménard me demande tes meilleurs jeux rétro en couch co-op. Le premier qui me vient en tête, c'est Goof Troop au Super Nintendo. Ne bypassez pas ce jeu-là, c'est super bon. C'est puzzle, action, relax, finissable, pas trop long. Puis c'est vraiment de la coopération. Là. Ça, c'est vraiment un excellent jeu. Super Nintendo aussi, Super Smash TV. Impossible à finir parce que ben trop dur, mais toujours plaisant. Dans le même style aussi, ouais, je le dis ici, Total Carnage, qui est à l'arcade. Ces deux jeux-là sont des twin stick shooters, mais ils jouent bien avec les boutons d'une manette Super Nintendo. Couch Co-op, man, c'est dur parce que je joue pas souvent avec du monde. Mais non, tous les jeux en coop, écoute, vite de même, c'est ce que j'ai en tête, ces deux-là, des bons moments que j'ai eus. Pour les jeux récents, Overcooked, je dois dire, est le dernier jeu où est-ce que j'ai beaucoup joué en coop avec du monde, puis qu'on tripait à la gang, qu'on se criait après, donc ça, c'est très bien. Ghislain G. Gaudet, quelle pochette t'a le plus déçu, mais qu'encore aujourd'hui, tu te dis « Wow, quelle pochette! » Donc, j'imagine que c'est une magnifique pochette pour un jeu poche. Pochette de jeu poche. C'est le nom de mon livre, mon prochain livre. C'est dur à dire. Yubili, que j'ai mentionné tantôt, est une pochette pour laquelle je me suis vraiment fait avoir.
Mais je pense qu'on peut dire que toutes les pochettes des classiques jeux Atari 2600, où est-ce que tu avais juste un carré à l'écran et puis qu'il fallait que les artistes se forcent pour vraiment te vendre du rêve via la pochette. Ça, c'est... je pense qu'on pourrait toutes les mettre là-dedans. J'aime pas les pochettes où est-ce qu'il y a des dessins d'ordinateur, des personnages à l'intérieur. J'aime ça, moi, des illustrations originales, tu sais. Ou juste la signature, là, je sais pas, ça me va aussi, mais pas comme le contenu du jeu en pochette, là, ça c'est vraiment laid. Mais une pochette surprenante, par exemple, d'un jeu que j'adore, Blaster Master au NES, ici, va toujours rester pour moi une pochette vraiment laide et ratée, et c'est malheureux, d'un très grand jeu. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce jeu-là, mais j'ai tout le temps trouvé que c'était une pochette vraiment désastreuse. Et puis, tiens, en voilà un autre pour finir. Je trouve la pochette de Double Dragon 3 vraiment belle au NES. Vraiment, là, c'est magnifique. Il y a bien du power là-dedans, mais le jeu, il est dur. Olivier Hugo, comment gérer un hypothétique crash du rétro? Moi, là, ce crash du rétro-là dont tout le monde parle, là, il n'y arrivera pas. Et puis, s'il arrive, écoute, moi, j'achète pas les jeux en conséquence de faire de l'argent avec pour ma collection privée, on s'entend. Moi, j'achète les choses parce que je les aime et puis je veux les posséder. C'est bien certain que si, mettons, une collection vaut 20 000 aujourd'hui puis que dans 10 ans, on en vaut juste 5, c'est triste, c'est un peu plat. Mais ma vie dépend pas puis mes économies puis mes projets de vie dépendent pas de la valeur de ma collection, tu sais. Oui, c'est un chunk d'argent intéressant que je pourrais vendre et utiliser pour faire autre chose, mais ma vie, mais moi j'aime ça. Ça fait partie de moi. Je vais garder ça toute ma vie si je le peux. Et puis, si je le peux pas, c'est pas parce que je vais manquer d'argent, parce que je gère mes affaires comme il faut, c'est parce que je voudrais plus voir ça, puis je vais être écœuré, puis je vais aller vivre dans le bois, puis couper des arbres, puis faire des maisons. Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais ces choses-là me rendent heureuse et puis j'aime les posséder. Fait que je ne réfléchis pas à un crash du jeu vidéo, j'y crois pas du tout. Et puis Bruno Georget, pour finir, de Rétro Nouveau, anciennement Monsieur Net, me demande qui est Tommy Tallarico. Ça, c'est une blague dans la télévision, encore une fois. Tommy Tallarico, je ne ferai pas tout son pedigree au complet, là, mais est un dude qui est à l'origine des... comment ça s'appelle, là? Les concerts de jeux vidéo, Video Game Live, c'est lui qui a inventé ça. Il a aussi fait la musique et puis a été producer pour plein de jeux vidéo, plein. Et puis il a été à G4 TV, il a fait plein d'émissions là, avec Victor Lucas, Reviews on the Run et puis tous les shows qu'il y avait là. Il était à TV là, pendant genre 12 ans, je pense. Et puis après ça, ses concerts de jeux vidéo sont devenus trop big, fait qu'il a comme laissé tomber ça. Entre-temps, il continue autant de faire de la musique de jeux vidéo. Or, ce gars-là est un gars qui adore aussi la télévision et puis il est maintenant CEO d'Intélévision parce que quand il était petit, chez eux, c'était Intélévision et puis il s'est accoquiné avec les gens d'Intélévision qui sont, en passant, encore les mêmes qu'à l'origine. Donc, quand on parle d'Intélévision, les gens derrière ça, c'est encore les vieux qui sont rendus vieux, mais les gens de cette époque-là, c'est les mêmes. Donc, ça, c'est quand même assez remarquable. Et puis, Tommy est le leader de ça. Et puis, Tommy parle beaucoup. Il est très volubile, disons, très intense. Et puis, il n'a peur de rien. Et puis, il dit bien des affaires, mais à venir jusqu'à date, il y a du succès dans tous ses projets. Alors, c'est... L'Intélévision Amico, de la façon que ça s'enligne, personne n'y croit, je suis vraiment sceptique, mais si Tommy dit qu'il va le faire, ça se pourrait qu'il le fasse. Si vous voulez en savoir plus sur Tommy lui-même, allez sur Facebook et puis regardez tout ça. Fascinant personnage. Donc, petite gorgée d'eau pour la conclusion. Finalement, ça a été un épisode quand même assez long. c'est le fun de répondre aux questions. Je vais le faire un petit peu plus souvent. Des fois, je manque de sujets parce qu'il se passe pas toujours quelque chose, effectivement, ou je n'ai pas eu le temps de jouer à quoi que ce soit. Donc, ouais. Et puis, merci à ceux qui m'ont écrit des questions. C'est très apprécié.
Des petites annonces avant de terminer. Arcade Montréal va avoir 1 an le 1er avril prochain, donc le samedi d'avant, qui est, je pense, le 30 mars. On va faire le gros party pour célébrer ça. Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire encore, mais je travaille pour avoir des humoristes, 2 humoristes que j'aime bien, qui pourraient juste être sur place et puis avoir un tournoi, tout ça, comme on a un peu fait avec De Martino cette année. Alors, surveillez la page Facebook de Arcade Montréal. Surveillez ma page personnelle de Papa Cassette. Je pose des affaires là-dessus. Et puis, j'ai recommencé à activer mon compte Instagram, prendre des photos, bière, jeux, tout ça. J'aime bien. Parlant de bière aussi, je vous invite à joindre le groupe, le Club Vidé Houblon, V-I-D-E accent aigu O-U-B-L-O-N. C'est un jeu de mots incroyable. Qui mélange Club Vidéotron et Houblon et Club Vidé Houblon. Hein? C'est fou, ça. C'est moi qui ai pensé à ça. C'est malade, c'est malade. Je gère ça avec Éric Hébert du Geek Collectif et aussi de Je suis sous, fait que je review. Suivez ces 2 projets-là aussi. Donc, si vous aimez la bière et les jeux vidéo, ben, c'est une page où est-ce que le monde il pose des images de leur bière et de leurs jeux vidéo. C'est pas plus compliqué que ça et c'est fantastique. Alors, je remercie RDS. Allez au jeuxvideo.rds.ca pour les actualités des jeux vidéo et joignez la page Facebook RDS Jeux vidéo, bien sûr. D'ailleurs, pour finir, je veux mentionner aussi que pas la semaine prochaine, mais l'autre, soit le 30 janvier, c'est Belle pour la cause. Belle cause pour la pause. Hein? C'est l'événement de Belle pour les maladies mentales ou troubles de la tête. Et puis, hey, je suis un bon ambassadeur, oui ou non? Excusez, j'ai pas lu le descriptif de toute la chose, mais vous savez ce que c'est, vous voyez ça à chaque année. Et puis, je vais le faire lors d'un épisode de Chez Papa Cassette, où est-ce que je vais parler d'anxiété. J'ai eu beaucoup de démons à combattre personnellement. Et puis, il y en a qui sont encore cachés pas loin. Donc, je vais parler de ça. Je vais parler d'anxiété dans un épisode complet le 30 janvier que je vais enregistrer ça. Je vais essayer que ça sorte le jour même, mais pas la semaine prochaine, puis l'autre. Puis, je sais que vous êtes plusieurs aussi. Il y a beaucoup de monde qui se débattent avec des troubles d'anxiété, beaucoup plus qu'on pense. Et je pense aussi énormément dans la communauté des jeux vidéo. Jeux vidéo qui sont souvent comme un refuge. Donc, voilà. Je vais parler de ça. J'en ai déjà parlé dans un de mes épisodes précédents, il y a comme un bon bout de temps, puis les gens avaient bien aimé. Puis moi, ça m'aide de parler de ça aussi. Ça me permet de ventiler. On partage ensemble. Je trouve que c'est la meilleure façon de sortir de ça, que le monde comprenne. Donc, voilà. Donc, merci à tous d'avoir écouté ce charmant épisode. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Au revoir.